Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte Septime Académie, contrôle de soudure par ultrasons. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler contrôle de soudure par ultrasons. Le contrôle non destructif des soudures constitue bien souvent une nécessité afin de garantir la tenue mécanique des assemblages mécano-soudés. La radiographie, méthode de référence, présente des inconvénients en termes de radioprotection et de mise en œuvre. La méthode ultrasonore sous toutes ses formes, UT, TOFT, POT, présente une très bonne alternative à la radiographie en permettant notamment d'améliorer la sensibilité de détection et les temps de contrôle. Des documents normatifs sont maintenant disponibles. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par François Berthelot, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Berthelot, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, François Berthelot du CETIM. Je vais donc vous parler de contrôle de soudure par ultrasons pendant environ 1h10, 1h15. Donc rapidement pour me présenter, je suis responsable de l'activité CND, robotisation, automatisation des CND au sein du CETIM. Moi je suis basé à Nantes, mais le CETIM c'est aussi Senlis, Saint-Étienne et d'autres sites. J'ai une formation évidemment initiale spécialisée dans le domaine des ultrasons. Et je suis expert européen pour la rédaction de normes justement sur le contrôle de soudure par ultrasons. Alors, expert européen, expert ISO même maintenant. Et puis j'anime au sein du CETIM évidemment un certain nombre d'actions autour du CND et notamment dans le domaine de la chaudronnerie tuyauterie industrielle. Voilà, rapidement, quelques éléments de contexte sur la partie contrôle. Donc évidemment, on a un contexte d'exigence qui est maintenant de plus en plus fort dans le domaine des contrôles, qui évolue très vite. Donc sur le plan technique, sur le plan numérisation des données, amélioration des systèmes, de l'électronique d'une manière générale. Et donc, tout ça nous pousse à essayer de proposer de nouvelles méthodes de contrôle, d'optimiser les délais, les temps, et notamment du coup les temps de contrôle, que ce soit en production ou pas. Donc voilà, le but évidemment c'est de stabiliser les process de fabrication, d'anticiper les dérives, hein, de rester dans la course en se différenciant grâce à ces éventuels nouveaux outils. Alors je fais juste une petite parenthèse. Je vous présente les ultrasons, mais dedans, vous aurez une présentation évidemment sur les nouvelles méthodes ultrasonores aussi. Hein, je vous rappelle rapidement, je vous rappelle les ultrasons, la base, les généralités, les ultrasons dits conventionnels, et puis ensuite on fera une présentation sur les ultrasons TOFT et les ultrasons multi-éléments qui sont de plus en plus utilisés, comme ça a été dit dans l'introduction, pour remplacer par exemple la radiographie. Voilà, donc c'est ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes innovantes qui permettent évidemment de se différencier et d'avoir du gain de productivité au final, hein, parce que c'est l'objectif. Voilà, donc intégrer ces nouvelles méthodes, ces nouvelles technologies en anticipant évidemment la contribution et les problématiques de cohabitation avec vos procédés actuels. Voilà. Et puis juste une dernière petite phrase pour vous dire qu'évidemment le CETIM est un centre technique et donc sa mission première c'est de faire du transfert industriel. On développe des choses en essayant de les développer vraiment de manière très industrielle. Et notre objectif, c'est de vous accompagner, vous, industriels, pour le mettre en place dans vos ateliers, dans vos chaînes de production, etc. Voilà, donc ça, c'est notre mission. Et pour cela, entre autres, nous réalisons des formations. Beaucoup de formations, hein, 450 formations sur le CETIM, et sur le CND, sur le contrôle non destructif, c'est une 60aine de formations. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, ma présentation sera en 3 grandes parties. Les ultrasons,
Alors, on vous parlerai rapidement des généralités, je vous rappellerai rapidement ce que c'est que les ultrasons, comment ça marche. On fera un tout petit peu de physique, mais alors c'est de la physique très simple, hein, niveau 3e. On verra après comment ça s'applique au contrôle de soudure. Et puis ensuite, on passera aux 2 techniques plus innovantes qui sont les ultrasons Toft et les ultrasons multi-éléments, alors qui sont appelés phased array en anglais, hein. Voilà. Et donc, on verra à chaque fois les principes de fonctionnement et puis éventuellement quelques différences par rapport à la méthode des ultrasons dits conventionnels, c'est-à-dire la toute première. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les ultrasons? Alors les ultrasons, le contrôle des ultrasons, ça s'applique d'abord, avant d'expliquer exactement ce que c'est, ça s'applique d'abord à quasiment tous les matériaux, à partir du moment où ce sont des matériaux à peu près solides. On peut même travailler dans du liquide. Dans les gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Les fréquences qu'on utilise ne permettent pas la plupart du temps de travailler dans les gaz. Mais par contre, liquide, solide, ça fonctionne voilà, très bien. Et évidemment, dans les matériaux composites et métalliques, puisque c'est souvent de ça dont on parle. C'est applicable quasiment à la totalité des types de pièces, hein, qu'elles soient forgées, moulées, laminées, soudées, tubes, etc. Évidemment, on a des différences de performance entre chaque type de pièce, mais ça peut s'appliquer effectivement. Et on a des normes la plupart du temps pour le contrôle de ce type de pièces. Voilà, et puis ça s'applique évidemment dans tous les secteurs industriels. Dans la vie courante, les ultrasons, c'est quand même assez connu, hein. Les chauves-souris l'utilisent pour se guider, les sondeurs de bateaux, les sous-marins, etc. Et puis vous avez une application très connue qui est dans le domaine médical, qui est l'échographie, qui est ni plus ni moins la même chose que ce qu'on verra à la fin de la présentation, c'est-à-dire les ultrasons multi-éléments. Alors les ultrasons, c'est quoi? C'est une onde mécanique, hein, si je tape, alors je ne vais pas taper sur mon micro parce que ça va vous faire mal aux oreilles, mais si je tape sur quelque chose, je fais vibrer ce quelque chose, cette pièce, et les molécules d'air, enfin ce qu'il y a autour, va vibrer à son tour, et petit à petit, ça va revenir jusqu'à mes oreilles. Donc ça, c'est dans ce qui se passe dans le domaine de l'audible. Maintenant, si on est sur des ultrasons, si on envoie une impulsion dans une pièce par le biais d'un capteur, une très très faible impulsion mécanique, l'impulsion va créer une onde et donc cette onde va se propager dans la pièce. Et tant qu'elle ne rencontre rien de spécial, elle continue à se propager. Elle va commencer à revenir, à se réfléchir, on dit, sous forme d'un écho. Hein, vous connaissez l'expression, l'écho. Va se réfléchir à partir du moment où elle va rencontrer un obstacle, où en gros on parle d'une interface, c'est-à-dire quelque chose de nouveau entre un milieu 1 et milieu 2. Alors ça peut être la fin de la pièce, ça peut être un défaut. Et c'est évidemment ce qui va nous intéresser, c'est la détection des défauts. Voilà, donc on va positionner un capteur sur la pièce à contrôler, il va émettre une onde, cette onde va se propager, elle va être réfléchie par la présence d'obstacles, de discontinuités, de défauts, etc. Et elle va revenir vers le capteur, ou pas, suivant tout un tas de choses, suivant notamment son orientation, mais évidemment ce qui nous intéresse, c'est qu'elle revienne vers le capteur, ce qu'on appelle le traducteur, et en revenant vers le traducteur récupère l'information et il l'affiche finalement via un système électronique, l'affiche sur un écran, hein, comme on pourrait l'afficher sur un oscilloscope. Voilà. Et puis, c'est l'étude des signaux qui va nous apporter ce qu'on cherche, c'est-à-dire la présence ou non d'un défaut. Donc, si on fait un petit schéma, ça se présente de cette manière-là. On a un capteur, hein, qui est en jaune, qui est ici. Et puis, il va émettre une onde, hein, sous forme des petits traits qu'on voit. Cette onde va se propager. Alors ici, on a un réflecteur, un défaut. Alors une partie de l'onde va venir se réfléchir sur le défaut et revenir vers le capteur, et l'autre partie va passer à côté, va aller se réfléchir sur le fond de la pièce et va revenir vers le capteur. Alors évidemment, les temps de parcours vont pas être les mêmes puisque les distances sont différentes, et donc on va avoir des échos, c'est-à-dire des signaux qui vont arriver sur notre oscilloscope à différents moments puisque correspondant à des distances différentes. Donc on a le premier qui arrive, qui correspond à l'écho, l'indication provenant du réflecteur, et le second, celui-là, qui correspond à ce qu'on appelle l'écho de fond, hein, l'écho, la réflexion sur le fond de la pièce. Donc c'est un principe relativement simple.
Évidemment, ça nous oblige à avoir accès à une face de la pièce à contrôler, hein, et au moins une face. Si on n'a pas accès à la pièce, on risque pas de la contrôler en ultrason. Il faut avoir accès à cette pièce, donc il faut être en contact avec cette pièce. On va envoyer des impulsions très courtes, hein. L'onde qu'on va envoyer va être très très courte, et elle va être répétée éventuellement à intervalles très réguliers pour pouvoir se déplacer rapidement, faire le contrôle en déplaçant le capteur très rapidement. Le traducteur, enfin le capteur sera un capteur qui va émettre l'onde mais qui va réceptionner, donc il est piézoélectrique. Il a la possibilité d'émettre une impulsion et de récupérer une impulsion et de la transformer en un signal. Donc ça, pour ça, c'est très intéressant. C'est le même traducteur qui fait l'émission et la réception. On a une obligation évidemment d'avoir un matériau de couplage. Alors là, je vais revenir sur mon analogie avec le médical. Quand vous passez une échographie, on vous met du gel pour pouvoir permettre aux ondes qui sont dans la sonde échographique de se transmettre dans votre corps. S'il n'y a pas de gel, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de résultat. Les ondes ne se propagent pas. Et ben en contrôle non destructif, c'est strictement la même chose. Il vous faut un gel. Alors un gel ou de l'eau. Alors le gel, c'est ni plus ni moins de l'eau gélifiée, dans laquelle on met un peu de bleu pour faire sérieux et médical, mais c'est de l'eau gélifiée. Donc on peut très bien utiliser de l'eau normale, on peut utiliser de la colle à papier peint, certains utilisent ça. On peut utiliser de l'alcool, on peut utiliser plein de types de liquides. Mais il faut ce milieu de couplage entre le capteur et la pièce. C'est quelque chose d'important et c'est une contrainte finalement, souvent pour les ultrasons. On imagine bien qu'à partir du moment où on utilise de l'eau, potentiellement sur une pièce métallique, ça dépend du type de métal, mais on peut avoir de la corrosion, etc. Donc voilà, il va y avoir des problématiques autour de ce problème du couplage. Dernier point, l'orientation du réflecteur est aussi un point très important. En fonction de l'orientation, on le verra tout à l'heure sur des schémas, en fonction de l'orientation du défaut finalement, hein, l'orientation de la discontinuité qu'on va rechercher, on va ou non la détecter. Donc c'est vraiment important de bien avoir ça en tête. Les ultrasons, c'est les sons qui sont au-delà des fréquences supérieures à 20 kHz. Entre 20 Hz et 20 kHz, on appelle ça l'audible, hein, c'est ce qu'on entend tous. Alors, en fonction de l'âge, ça évolue. Malheureusement, les enfants entendent mieux que les moins jeunes, etc. Les ultrasons, eux, sont dans un domaine complètement inaudible, hein. Non seulement ils sont supérieurs à 20 kHz, mais ils sont plutôt, c'est ce qui est indiqué en bas, ils sont plutôt situés entre 1 MHz et 10 MHz. Donc on est très très loin de l'audible. On risque pas d'entendre quoi que ce soit en fait, hein. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de phénomènes désagréables pour la santé ou pour les gens liés aux ultrasons. Ce qui n'est pas le cas évidemment de la radiographie dont on parlait au tout début dans l'introduction. Ensuite, les ultrasons, c'est une onde. Une onde, elle a une vitesse de propagation, elle se propage dans la matière, donc elle a une vitesse de propagation. Cette vitesse est liée au matériau. Donc pour une onde, on va avoir une vitesse pour un matériau. Cette onde, elle a une longueur d'onde et donc une fréquence, hein, c'est la même chose, quasiment à la célérité près. Et donc, ces grandeurs physiques sont reliées entre elles, hein, de manière avec une formule que vous voyez à l'écran, de manière très simple. Et donc, à partir du moment où on a la longueur d'onde, où on a la fréquence, on peut remonter simplement à la fréquence, ou quand on a la fréquence, on remonte facilement à la longueur d'onde, évidemment. Les célérités, sont des valeurs connues, hein. On a des tableaux connus dans la bibliographie partout de propagation des ultrasons dans la plupart des matériaux. Alors comment les ondes vont se propager? Elles peuvent se propager de deux manières différentes. Bon, là c'est un peu de la physique, on va pas rester trop longtemps là-dessus. On peut avoir des ondes planes. Les ondes planes, c'est des ondes dont les surfaces d'ondes forment des plans perpendiculaires à la direction de propagation. On verra des exemples tout à l'heure. Je reste pas très longtemps là-dessus. Et puis on peut avoir des ondes sphériques. Une onde sphérique, elle va être émise à partir du moment où la source est ponctuelle. Voilà, à partir du moment où on a une source ponctuelle, on aura propagation d'une onde sphérique. C'est pour ça qu'on a mis la petite photo en dessous. On a une goutte d'eau qui tombe, quelque chose qui tombe dans l'eau. Quand vous lancez un caillou dans l'eau, ça vous fait une onde. Alors pas sphérique parce qu'on est sur le plan de la surface de l'eau, mais il faut imaginer que ce soit une onde sphérique, hein, dans tout l'espace. Donc voilà. On peut se propager, les ondes, pas on, mais les ondes peuvent se propager
suivant deux types de modes de propagation, les ondes longitudinales et les ondes transverses. Alors, je vais passer tout de suite au slide suivant parce que ça vous permettra de bien comprendre. Les ondes longitudinales sont des ondes qui vont se propager en vibrant dans le même sens, dans la même direction, suivant la même direction que la direction de propagation. Alors, pour essayer de trouver une analogie, on a le ressort. Vous prenez un ressort, vous le tendez un petit peu, vous le comprimez à un endroit, vous le lâchez, et puis la propagation va se faire jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité du ressort. Et donc, vous allez avoir une propagation en mode longitudinal. Alors, des fois, on appelle ça en mode piston. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment un mode de propagation utilisé, très utilisé. Et il se propage évidemment dans les solides, dans les liquides, dans les gaz. Il faut vraiment qu'on soit à des fréquences très faibles. Et ce sont des ondes qui sont les plus rapides. Donc, elles ont une vitesse de propagation plus rapide que les ondes transverses qu'on verra juste après. Elles n'ont pas la même vitesse de propagation à matériaux constants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus énergétiques. Donc, elles vont plus loin, elles vont être beaucoup moins atténuées en fonction de la distance. Ensuite, on a donc le second mode de propagation, les ondes transversales, les ondes transverses, dans un mode de cisaillement. Et donc là, elles vont se propager, toujours dans la même direction, mais elles vont vibrer, ces ondes, perpendiculairement à la direction de propagation. Alors par exemple, là, on a la petite analogie avec la corde. Vous tendez une corde, pareil, vous pincez un endroit et vous lâchez. Et le petit mouvement que vous aurez mis à la corde au départ va se propager en vibrant perpendiculairement à la direction de propagation, comme c'est indiqué, comme ça, comme on le voit sur le schéma, sur l'animation. C'est assez simple à comprendre. Donc on a ces deux modes-là qui existent évidemment en ultrasons. Donc il va falloir faire avec, il va falloir s'en arranger. Alors évidemment, ce mode-là ne se propage du coup que dans les solides, ne se propage plus dans les liquides, encore moins dans les gaz. La vitesse est différente, et quasiment la moitié de la vitesse des ondes longitudinales, et elle s'atténue plus rapidement parce que beaucoup moins énergétique au départ. Alors ensuite, là on va rentrer, c'est peut-être le seul slide où il y a un tout petit peu de physique, mais c'est pas méchant. Les fameuses lois de Snell-Descartes. Là, on va voir un peu comment se propagent les ultrasons, notamment aux interfaces. C'est-à-dire au moment où soit les ultrasons vont arriver sur la face opposée d'une pièce, ou quand elles vont arriver en contact avec une discontinuité, donc un défaut. Donc là, l'onde se propage, elle est matérialisée par le trait rouge, l'onde incidente, elle se propage dans le milieu, dans le matériau, et puis elle va arriver avec une incidence. Évidemment, on aura une réflexion, avec le même angle, I', qui est égal à l'angle I. Donc l'angle d'incidence, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, mais aussi une partie de cette onde va se réfracter. Réfracter, c'est qu'en gros, elle va passer dans le milieu 2 et continuer sa vie dans le milieu 2. Par contre, elle ne continue pas avec le même angle que l'angle I. Elle continue avec un autre angle qui est régi par cette loi, la fameuse loi de Snell-Descartes. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est juste pour comprendre qu'en fait, on n'a pas les mêmes angles dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a une discontinuité entre un milieu 1 et un milieu 2, on a une réflexion. Tous les ultrasons sont basés là-dessus. Tout le mécanisme, tout le fonctionnement est basé là-dessus. Alors évidemment, quand on est en incidence dite normale, c'est-à-dire à 0 degré, l'onde réfléchie, elle repart dans le même sens, suivant la même direction. Donc si on a la chance d'avoir notre capteur au-dessus, l'onde réfléchie va revenir. Et par contre, l'onde réfractée va continuer sa vie. Si dans le matériau 2. Si maintenant j'ai une onde inclinée, donc on va bien avoir notre onde L longitudinale qui va arriver. Je ne sais pas générer autre chose avec mon capteur au tout départ. Donc elle va arriver ensuite dans le milieu 1, elle va se réfléchir, et à la réflexion, elle va créer une onde transverse. Donc on aura une onde longitudinale et une onde transverse qui vont être créées à l'interface, même si au départ on n'avait qu'une seule onde longitudinale. Et au niveau des ondes réfractées, au niveau des faisceaux réfractés, on aura la même chose. On aura création de l'onde L réfractée et de l'onde T réfractée. Alors toutes ces ondes vont se propager avec des angles bien particuliers, qui sont qu'on a vu tout à l'heure, qui sont régis par les lois de Snell-Descartes. Et les ondes T se propageront avec des vitesses qui seront différentes.
des ondelles et qui seront différentes en plus du milieu 1 et du milieu 2. Voilà, donc ça c'est toute la théorie des ultrasons. Alors du coup, ça vous fait beaucoup d'ondes. On se dit, il y a beaucoup de choses, à analyser parce que sur mon capteur, pour peu que j'ai un capteur placé qui récupère ces ondes, ça fait plusieurs types d'ondes à récupérer. Elles n'ont pas toutes la même vitesse. Donc comment je vais m'y retrouver? Alors très simple, quand on est en incidence inclinée en général, on s'arrange pour avoir une incidence telle que l'onde longitudinale ici va disparaître et on ne va garder que l'onde transverse. Et donc ce qui va revenir vers le capteur ne sera que l'onde transverse. C'est ce qu'on va utiliser, je vous raconte ça, c'est un peu technique, mais c'est ce qui est utilisé pour le contrôle de soudure. Voilà. Donc pour le contrôle des soudures, on va travailler évidemment avec des ondes inclinées pour arriver sur notre... Là c'est la soudure, hein, c'est le cordon de soudure, on a imaginé un cordon en V à peu près, hein, ici, et on va utiliser des ondes inclinées pour venir taper, si je peux dire, le chanfrein ou la préparation, le cordon, le plus perpendiculairement possible au faisceau. Et donc du coup, ça va nous permettre de récupérer facilement l'onde qui va venir se réfléchir sur un défaut. Si le défaut est un collage le long du chanfrein, l'onde va venir arriver perpendiculairement sur ce collage et va se propager avec le même angle et donc va revenir vers le capteur. Et donc elle sera détectée. Si maintenant elle a un angle complètement différent, bah, il y a très peu de chances pour qu'elle revienne au capteur, ce qui veut dire que mon capteur ne la détectera pas. C'est assez gênant. Donc on travaille exactement de cette manière en ultrason. On utilise des ondes inclinées avec des angles bien particuliers. On ne prend pas n'importe quels angles, hein. On s'arrange pour avoir des angles qui arrivent avec donc avec un angle qui arrive le plus perpendiculairement possible au chanfrein. Voilà. Donc ça c'est le principe de fonctionnement des ultrasons pour le contrôle de soudure. Ensuite, les ultrasons, ils ont un vilain défaut aussi, c'est qu'ils s'atténuent dans la matière, hein, avec la distance. Plus ils avancent dans la matière, plus ils se propagent à l'intérieur de la pièce, plus ils sont atténués. Et alors ça, c'est dû à l'absorption dans la pièce, hein. Et puis c'est dû aussi à la diffusion. Vous avez des joints de grain, par exemple dans une soudure, et chaque joint de grain va diffuser le faisceau, va le faire dévier de sa direction initiale, et donc va faire perdre de l'énergie finalement à ce faisceau. Donc il va s'atténuer. Il va s'atténuer suivant une loi exponentielle décroissante, hein, qu'on voit ici. Voilà, donc on voit au bout d'une certaine distance, on n'a plus beaucoup d'énergie. Donc si on a un défaut très loin, eh ben, on aura beaucoup moins d'énergie qui va se réfléchir sur ce défaut et donc encore moins d'énergie qui va revenir parce que l'onde, elle fait un aller-retour. Donc ça fait deux fois le trajet, elle fait, hein, dans la pièce. Donc voilà, il faut tenir compte de cette atténuation lorsqu'on va faire des ultrasons. Alors comment on va faire plus concrètement? Là, on a vu les grandes lignes des ultrasons, hein. Maintenant, comment on va faire le contrôle d'une soudure par ultrason dit monoélément conventionnel? Alors pour ça, on a des normes. On a des normes ISO, hein, 17640, 11668, on verra après. Donc ces normes, elles expliquent tout en gros, hein, enfin beaucoup de choses en tout cas. Elles vous guident beaucoup, donc c'est plutôt intéressant. La première, c'est la 17640, celle que j'affiche. Elle permet de spécifier la méthodologie de contrôle, comment on va s'y prendre pour faire le contrôle. Donc elle spécifie évidemment le domaine d'application. Le domaine d'application, c'est les soudures égales ou supérieures à 8 mm d'épaisseur, qui présentent une atténuation relativement faible, c'est-à-dire sur des matériaux pas trop atténuants pour les ultrasons. Et puis, donc par exemple, les inox sont exclus, hein, les austénétiques, etc., les cuivres, les alus sont pas dans cette norme, hein. On a d'autres normes pour ces types de matériaux. Et puis elle va spécifier des températures entre 0 et 60 degrés. Elle va spécifier aussi des niveaux de contrôle. Chaque niveau de contrôle correspond à ce qu'on appelle un niveau d'examen, donc un niveau de qualité. En fonction du niveau de qualité souhaité, vous avez des exigences en termes de critères d'acceptation qui vont être différentes. Évidemment, chaque niveau de contrôle va avoir une probabilité de détection différente. Vous avez des exigences relatives au matériel et vous avez des plans de sondage. Alors les plans de sondage, c'est en gros comment vous allez vous y prendre pour contrôler votre soudure.
Donc la norme, elle précise tout ça, elle précise plein d'autres choses, hein, on a mis les grandes lignes. Donc quasiment tout est écrit, il suffit de se laisser guider. Ensuite, on a une autre norme qui est la 11666 qui, elle, vous spécifie les niveaux d'acceptation. Alors évidemment, les deux normes sont liées, hein, puisqu'on a des niveaux d'examen qui correspondent à certains niveaux de qualité. Si on parle de contrôle de soudure, on va remonter à la 17635 et même à la 5817 si on remonte sur la qualité du soudage. Hein, enfin voilà. Donc on a vraiment des niveaux d'examen reliés au niveau de qualité et chaque niveau d'examen, chaque niveau de qualité donne des niveaux d'acceptation. Et ces niveaux d'acceptation sont indiqués dans la 11666. Donc pareil, on a quelque chose qui concerne uniquement les soudures pleines pennées en acier ferritique à partir de 8 jusqu'à 100 en spécifiant un certain nombre de fréquences. Et voilà. Bon, après, on a des règles de regroupement des indications. Je rentre pas dans le détail. Vous voyez, ce que je faisais référence à l'ISO 5817, qui est la norme sur la qualité enfin, les défauts en soudage, en fait. Hein. Et donc, ces normes sont reliées, évidemment. On a une troisième norme pour les ultrasons monoéléments, les ultrasons dits conventionnels, la 23279, qui elle va expliquer les règles de caractérisation des indications. Une fois qu'on a détecté l'indication, qu'on l'a dimensionnée, elle est acceptable, elle est non acceptable en fonction de certains critères, on va essayer de la caractériser. Et la caractérisation porte bien souvent sur son caractère plan ou volumique. Dans une soudure, tout ce qui est plan est beaucoup plus nocif que ce qui est volumique. Une porosité va être beaucoup moins nocive qu'un manque de fusion ou qu'une fissure. Et donc du coup, on va avoir cette norme qui va nous permettre de discriminer une indication suivant qu'elle est plane ou volumique. En fonction de plein de critères, il y en a certains qui sont marqués là, hein, les amplitudes, la réflectivité, je ne rentre pas dans le détail, c'est très précis. Voilà, mais c'est quelque chose de relativement fiable qui permet de classifier plan volumique les indications détectées. Alors j'insiste là-dessus parce que ça ne sera pas forcément le cas pour les techniques TOFT et ultrasons multi-éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, pas encore, c'est-à-dire qu'on a des possibilités, mais ce n'est pas encore des choses qui sont normalisées. On a aussi la norme 22825, hein, qui est une norme qui, pour le coup, traite des contrôles de soudure sur des aciers austénétiques ou des alliages base nickel. Alors voilà, donc là, c'est des aciers qui étaient exclus de la précédente, des trois précédentes normes, et là, maintenant, on a quelque chose. Voilà, donc souvent, c'est une méthodologie qui est proposée où on a une pièce de référence avec une pièce de qualification, si on peut dire, hein, qui contient des défauts, et donc on va juger de la pertinence du mode opératoire qu'on va mettre en place sur cette pièce en faisant des tests dessus. Et en fonction des résultats, on va accepter ou pas notre mode opératoire, soit en rebasculant sur une méthodologie qui s'approche de ce qu'on a vu avant, soit en développant quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il y a des solutions, par contre, ça nécessite quand même une phase de qualification du mode opératoire, bien souvent pour ces types d'acier. Je dis bien souvent parce que c'est pas systématique. Hein. Vous avez certains austénétiques, certains inox 316 par exemple, qui sur des faibles épaisseurs, qui peuvent tout à fait être faits avec le mode opératoire vu pour les aciers non alliés ou faiblement alliés. Ces normes, notamment la 17640, elle vous explique comment vous allez contrôler tous les types d'assemblages. Alors, elle traite des assemblages bout à bout, des assemblages en T, des assemblages de type piquage pénétrant, en L, piquage posé, cruciforme et des nœuds. Donc en gros, la plupart des types d'assemblages qu'on peut rencontrer. Et donc pour chacun des types d'assemblages, vous avez les manières de faire, le nombre d'angles. Hein, vous avez parlé d'angles d'attaque tout à l'heure. Hein, on a un angle, deux angles, trois angles qui vont être imposés, trois angles différents. Par quelle face, par quel côté de la pièce, côté de la soudure, on doit contrôler, etc., etc. Tout ça est noté. Évidemment, ça spécifie aussi que tout le volume de la soudure, puisqu'on contrôle la soudure, évidemment, tout le volume de la soudure doit être contrôlé, y compris la ZAT, la zone affectée thermiquement.
qui est d'au moins 10 mm ou si on la connaît, de la valeur réelle. Alors, on a évidemment la nécessité de préparer son contrôle. En préparant le contrôle, il faut bien spécifier les niveaux de contrôle d'abord. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fourni par le client, par celui qui spécifie le contrôle. Je fais une deuxième petite parenthèse, j'en ferai comme ça de temps en temps. Bien souvent, on a des gens qui demandent un contrôle. Faites-moi un contrôle par ultrason sur ma soudure. Alors si on demande que ça veut rien dire. Si vous spécifiez pas un critère, on ne pourra pas faire un contrôle en disant, on ne pourra pas se positionner sur la conformité ou non d'une pièce ou d'une soudure. Donc du coup, il va falloir spécifier un critère. Alors si vous ne savez pas spécifier un critère, au moins un niveau de qualité. Voilà. Et donc du coup, le contrôleur, s'il ne sait pas parce que ça arrive souvent, quel niveau de qualité, il va prendre le plus sévère qu'il connaît. Comme ça, il ne prend pas de risque. Alors, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus pertinent, évidemment, parce que des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir un contrôle très sévère. Voilà. Toujours se poser la question, qu'est-ce que je cherche et à quoi va servir ma pièce et qu'est-ce que je peux accepter comme défaut et qu'est-ce que je ne dois pas accepter. Voilà, c'est très très important, il faut toujours se poser ces questions-là. Donc le niveau de contrôle, c'est ça. Et donc du coup, on va spécifier les techniques de contrôle, enfin la méthodologie qui va découler. Donc le niveau d'acceptation découle aussi du niveau de contrôle, les types d'indications, voilà, tout ce qui est écrit résume un peu ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on caractérise ou non, suivant une norme, suivant la norme qui permet de discriminer les indications planes des indications volumiques? Tout le monde ne le demande pas. Voilà. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser au départ, avant le contrôle. Alors je fais encore une parenthèse, même si possible, avant même la fabrication de l'équipement, si vous êtes fabricant, il est toujours pertinent de se poser la question au moment de la conception de l'équipement ou de la soudure, euh, de comment on va la contrôler ensuite, si vraiment on a besoin de la contrôler. Si on n'a pas besoin, on s'en soucie pas. Mais si on a besoin de la contrôler derrière, c'est bien de s'en soucier dès le début et non pas une fois que l'équipement est terminé. Et ça m'arrive très souvent, j'étais encore avec un client ce matin qui me disait, voilà, l'équipement, et donc la configuration est très compliquée, on se rend compte que la soudure n'est pas contrôlable à 100%, ce qui est très gênant, parce que du coup, il ne va pas être conforme au code spécifié, là c'était la SME. Donc voilà, toujours se poser la question en amont. Je ferme la parenthèse. Une fois qu'on aura spécifié les niveaux de contrôle, tous les critères, on va déterminer les paramètres du contrôle, les zones qui devront être couvertes, qui devront être palpées ou contrôlées. Donc quel côté, quelle face, le nombre d'angles, etc. Voilà. Et le nombre de capteurs à utiliser. Alors voilà un petit exemple d'un capteur, vous voyez, c'est quelque chose qui peut avoir différentes tailles, évidemment. Un capteur, souvent, il y a un angle évidemment associé. Un capteur, c'est un angle. Si vous voulez changer d'angle, il faut changer de capteur. Et donc cet angle-là, l'angle qui est noté 45, c'est pas l'angle. C'est pas l'angle du capteur, c'est l'angle du faisceau dans la pièce à contrôler. Alors on part du principe que la pièce à contrôler, c'est de l'acier. Donc c'est un capteur qui permet de faire du 45 degrés dans l'acier. Voilà. Et donc il a un certain nombre de caractéristiques, ce capteur, son point d'émergence, le point d'émergence essentiellement, et puis le recul ici, la valeur de recul. Quand on fait le contrôle, notamment pour la soudure, on va noter souvent sur son appareil deux choses. On va noter le parcours sonore qui correspond, parcours sonore c'est une distance, mais ça correspond finalement au temps de parcours de mon onde entre le capteur et le défaut. Comme je connais la vitesse de propagation, je retourne très facilement à cette valeur de parcours sonore. Et puis on va éventuellement mesurer la distance entre éventuellement un défaut et puis le capteur. En tout cas, avec cette valeur de parcours sonore, on pourra facilement remonter à cette distance et à la profondeur du défaut, tout simplement parce que je connais l'angle de propagation du faisceau. Et donc avec des petites règles de trigonométrie, on y arrive très facilement. Donc ce sont ces trois valeurs qu'on va relever
qui vont nous permettre de positionner le défaut dans la soudure ou dans la pièce qu'on va contrôler, en l'occurrence dans la soudure, puisqu'on là on parle de soudure. On a deux manières essentiellement de contrôler notre soudure. Soit on travaille au demi-bon, c'est-à-dire qu'on va faire le contrôle, on va envoyer le faisceau sur la soudure avant qu'il se réfléchisse sur la surface opposée. Ça va être très bien pour aller contrôler ces faces-là du chanfrein ou la surface opposée si on met le capteur de l'autre côté. Donc c'est vraiment pour aller chercher des parties basses du chanfrein. Et puis pour aller contrôler les parties hautes, notamment si on a un chanfrein en X, mais pas que, on va travailler ce qu'on appelle au bond, c'est-à-dire en considérant que le faisceau va se réfléchir sur la surface opposée avant d'aller contrôler la zone à contrôler. Voilà, donc ça, en fait, c'est les mêmes capteurs, c'est juste qu'on recule le capteur, on l'éloigne de la soudure pour pouvoir contrôler au bon. Donc voilà comment on contrôle, et donc on va déplacer le capteur à la main de manière à couvrir tout le volume à contrôler. Et c'est comme ça qu'on contrôlera 100% de la soudure. Évidemment, on aura la nécessité de le faire de chaque côté de la soudure, éventuellement dans certains cas sur la surface opposée. Alors le mode opératoire, je rentre pas dans les détails, vous lirez ces slides si ça vous intéresse vraiment en détail. Voilà, on note, on définit les paramètres de contrôle avant de faire le contrôle. On doit définir le recul nécessaire, c'est-à-dire cette fameuse distance. Voilà, la distance maximale. C'est important pour savoir sur quelle zone je vais palper. Voilà. Il est toujours pertinent, je reviens sur mon défaut avant, il est toujours pertinent aussi de contrôler la tôle en dehors de la soudure, avant de faire le contrôle. Il suffit d'avoir une dédoublure en plein milieu de la tôle pour que ça nous empêche, les ultrasons, de passer vers la soudure. Donc ça, c'est quand même très gênant parce que du coup, on a l'impression de contrôler la soudure, en fait, on contrôle pas. Et donc, du coup, on a la nécessité de faire le contrôle de la tôle. Donc, contrôle de la soudure, c'est aussi contrôler la tôle, les deux tôles qui vont être soudées avant le soudage. Ou après le soudage, mais avant de faire le contrôle. On a la nécessité évidemment de faire des étalonnages, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est le travail du contrôleur. Et puis on effectue le contrôle, on évalue en relevant toutes les indications qu'on va dans les indications, c'est les signaux provenant a priori de discontinuité dans la soudure. On va les relever, on va les positionner, on va les évaluer et on va donner un caractère acceptable ou non en fonction de critères. L'étalonnage, c'est essentiellement, alors il y a plusieurs choses, c'est l'étalonnage de la base de temps, mais c'est aussi l'étalonnage du référentiel en sensibilité. On va utiliser des critères d'acceptation, je vous parle de critères d'acceptation. Les critères d'acceptation vont être sur la longueur de l'indication, mais aussi sur son amplitude. Et l'amplitude, on va dire, on va donner une certaine amplitude de défaut, mais comment je vais juger qu'elle est acceptable ou non? Eh bien, en fait, on va juger en fonction d'une référence. Donc on aura une amplitude de référence et on va donner l'amplitude du défaut par rapport à cette amplitude de référence. Bien souvent, l'amplitude de référence, c'est l'amplitude qui est relevée qui est détectée sur un trou. C'est un trou, c'est une cale de référence. C'est un trou qui est traversant sur la cale, qui est de diamètre 1,5 ou 3 suivant la norme que vous utilisez, les codes que vous utilisez. Et donc ce trou va vous donner une réponse avec une amplitude bien particulière. Cette amplitude sera une amplitude de référence. Voilà, et on va donner l'amplitude du défaut par rapport à cette référence. Et donc, mon défaut, je détecte un défaut sur ma soudure, il fera 5 dB plus 5 dB par rapport à ma référence. Voilà. Ou moins 4 dB par rapport à ma référence. Voilà. Donc j'aurai vraiment un critère objectif. Et donc qui permettra de dire c'est conforme ou c'est pas conforme. Et donc, on a la nécessité de faire cet étalonnage en sensibilité, pas seulement pour une distance, mais pour toutes les distances qui vont être parcourues par le faisceau. Voilà, donc là, on a un exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, un contrôle de soudure, c'est d'abord contrôler la tôle avec
ce qu'on appelle un capteur droit, c'est-à-dire à 0 degré, en contrôlant, en envoyant des ondes qui se réfléchissent au fond puis qui reviennent. Donc s'il y a une dédoublure, on va la voir. Et une fois qu'on aura fait le contrôle de toute la zone, on va pouvoir passer au contrôle de la soudure à proprement parler. Et le contrôle de la soudure à proprement parler, ça se fait avec un capteur comme ça, ou plusieurs capteurs, suivant les angles qu'on a besoin de passer, et en déplaçant le capteur comme ça, perpendiculairement à l'axe de la soudure, de manière à couvrir tout le volume de la soudure. Voilà. Alors on va le placer évidemment sur cette surface-là, probablement sur la surface en face, et puis sur les faces opposées. Voilà. Donc normalement, vous devez avoir un petit sondage rapide qui doit s'afficher, qui va me permettre de faire une petite pause pour boire une gorgée d'eau. Et je vous reprends juste après. Voilà, je vous laisse le temps de finir ce sondage tranquillement. Bon, c'est juste pour avoir une vision de ce qui vous intéresse, de vos connaissances et de votre connaissance du sujet. Voilà. Donc on reprend. Second chapitre, on va dire. Seconde méthodologie de contrôle ultrasonore des soudures, on appelle ça le contrôle par TOFT. Alors TOFT, c'est de l'anglais, c'est Time of Flight Diffraction, donc c'est le temps de vol, la diffraction par temps de vol. C'est une méthode ultrasonore qui, pour le coup, se prête parfaitement au contrôle de soudure. Et on va dire 99% des applications au TOFT sont dans le domaine du contrôle de soudure, ce qui n'est pas le cas des ultrasons conventionnels dont on a parlé avant. Donc cette méthode, elle existe depuis très longtemps, elle a été développée essentiellement au départ par les Anglais, mais pas que, mais beaucoup par les Anglais. Et depuis 7-8 ans, 8-9 ans même, on a une certification en France, comme pour les ultrasons conventionnels, on a une certification, donc les gens passent un examen pour être contrôleur ultrason TOFT. C'est une méthode qui est utilisable évidemment en fabrication, mais aussi en service, donc en maintenance. Elle peut aussi servir à faire de la recherche de corrosion. Je vous dis 99% pour la soudure et 1% pour la corrosion. Alors, contrairement aux ultrasons monoéléments qui sont présentés ici, on voit bien notre petit capteur tout à l'heure qui va se déplacer, alors avancer, reculer en scannant en mode un peu pain comme ça, toute la soudure. Et puis, donc ça, c'est les ultrasons monoéléments. On va avoir donc la nécessité de contrôler les deux côtés, éventuellement des faces opposées, et donc on va regarder ce qui se passe sur un signal de ce type-là. Ça, c'est les ultrasons conventionnels. Donc contrairement à ça, on va utiliser en TOFT deux capteurs, donc une paire de capteurs, un émetteur d'un côté et un récepteur de l'autre côté, qu'on va déplacer uniquement parallèlement à l'axe de la soudure. Et donc, on aura des données qui vont s'afficher sous forme d'une cartographie, qui est, on verra un petit peu après, mais qui est une vue, une projection dans une vue en coupe, qui s'appelle un B-scan, c'est pas très important, et donc qui va nous donner directement des choses, des images, des modifications de contraste, etc. sur une image. Donc globalement plus facile à analyser parce que l'œil humain globalement est toujours plus sensible à une variation d'un niveau de gris sur une cartographie qu'un petit signal qui va apparaître par exemple ici sur un signal. Alors comment ça marche le TOFT en ultrason? Je reviens toujours en ultrason, c'est de faire l'analogie, enfin justement montrer la différence.
En ultrason, on va utiliser la réflexion, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va utiliser la réflexion sur le défaut. Donc en ultrason, on va utiliser la réflexion sur le défaut. Si le défaut est bien orienté, il revient vers le capteur. Si le défaut est mal orienté, ben, il ne revient pas et donc on ne le détecte pas. Ce qui est assez gênant. Ça peut être le cas, si je prends le cas d'une soudure, prenons une soudure en X avec un manque d'interpénétration au niveau du talon, et qui est orienté en gros verticalement, hein, le capteur il va avoir beaucoup de mal, hein, on va se retrouver à peu près dans ce cas-là, même avec un défaut encore plus vertical, on va avoir beaucoup de mal à le détecter. Voilà. Le TOFT, vous allez le voir et vous allez comprendre pourquoi, aura beaucoup plus de facilité à détecter. Donc en TOFT, on va utiliser non seulement la réflexion, mais on va utiliser aussi le phénomène de diffraction. Alors c'est très compliqué, je rentre pas dans le détail, c'est de la physique, hein. En gros, le phénomène de diffraction, il va avoir lieu au niveau des extrémités. Et donc au niveau de l'extrémité, ça va me permettre de rebondir sur ce qu'on a rapidement vu tout à l'heure, on va avoir la création d'une onde sphérique au niveau des extrémités, ou quasi sphérique. Et donc comment ça va se passer? J'ai une onde incidente qui va arriver sur ma discontinuité. Cette onde incidente, elle va arriver là, elle repart, comme on en réfléchit, mais en même temps, elle crée de la diffraction au niveau des extrémités du défaut. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, voilà, j'ai un défaut, j'ai un émetteur, un récepteur en face, j'envoie une onde sur mon défaut, enfin dans tout le volume à contrôler. Donc il y a une partie de l'onde, c'est une onde très divergente, très large, donc il y a une partie de l'onde qui va aller directement en suivant plus ou moins la surface, hein. C'est une onde, ce qu'on appelle une onde rampante, elle ne suit pas parfaitement la surface, mais elle rampe sous la surface, et elle va se transmettre entre l'émetteur et le récepteur directement. Ensuite, on va avoir une partie de l'onde, comme cette onde est très divergente, donc très large, une partie de cette onde va aller se réfléchir sur le fond. Et puis, une partie, évidemment, va venir, enfin tout le reste va venir insonifier tout le volume, et donc les extrémités du défaut, et donc les extrémités vont diffracter et se comporter comme une source d'onde sphérique, une source secondaire, on pourrait dire. Et donc cette source sphérique, elle va émettre une onde sphérique, évidemment, dans toutes les directions, ou quasi, et donc évidemment, une partie de l'onde sphérique va être récupérée par le capteur-récepteur. On a la grande chance que ce phénomène de diffraction se passe sur les deux extrémités du défaut. Et donc on va avoir deux signaux qui vont arriver sur le récepteur, le signal provenant de l'extrémité inférieure et le signal provenant de l'extrémité supérieure. Alors, si on reprend le cas de notre soudure, hein, un peu plus clairement, on a une soudure en V avec un joli défaut, on va avoir notre onde latérale, si je reprends, qui va se propager de manière rampante entre l'émetteur et le récepteur. Vous voyez au passage que c'est le parcours le plus petit en distance, donc évidemment dans le temps, c'est celui qui va arriver en premier. Ensuite, je vais avoir la diffraction sur l'extrémité supérieure, qui va arriver en deuxième, parce que le temps de parcours est un peu plus important que l'onde latérale, mais moins important que la diffraction sur l'extrémité inférieure, donc qui va arriver en troisième. Et ensuite, en quatrième, on aura une jolie réflexion sur le fond. Donc on aura ce type de signal sur notre oscilloscope, sur notre appareil ultrason. Alors c'est très intéressant parce que contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, en ultrason mono-élément conventionnel, un défaut égale un écho. Là, on a un défaut qui va donner deux indications, deux échos différents. Alors, au passage, avoir des inversions de mode, des inversions de phase, pardon, qui vont nous donner des renseignements intéressants. Mais surtout, il y a deux indications différentes. Et donc, deux indications différentes, c'est très intéressant, parce que d'abord, ça confirme effectivement la présence du défaut, et puis ça va permettre de le dimensionner aussi en hauteur. Alors comment on va faire? Je vous ai montré qu'en TOFT, on utilisait une cartographie et non pas des signaux. Donc comment on va faire? Tout simplement, chaque signal, pour chaque position du capteur, chaque signal va être codé en niveau de gris. Son amplitude va être codée en niveau de gris. Donc pour chaque niveau d'amplitude, on va avoir une couleur, un niveau de gris associé. Donc si je suis dans le gris parfait, ça veut dire que je suis à 0. Si je suis dans le noir le plus important, je suis dans le négatif. Si je suis dans le blanc le plus important, c'est que je suis dans le positif. Et puis avec tous les niveaux de gris entre les deux. Et donc je vais avoir pour un signal, je vais avoir une échelle de couleur, une échelle de niveau de gris, le codage de mon amplitude en niveau de gris. Donc je prends un signal quelconque, enfin un signal un peu caractéristique de ce que je peux retrouver. À une position précise, on va avoir un codage en niveau de gris. Et puis je vais déplacer mon capteur, ma paire de capteurs, et je vais de nouveau encoder
coder l'amplitude en niveau de grille. Donc je vais avoir une autre barre, et puis une troisième, etc., etc. Si je les mets bout à bout, les unes à côté des autres, si je les juxtapose, je vais retrouver ma cartographie, celle dont je vous parlais depuis le début. Alors cette cartographie, elle est relativement simple à analyser, on verra après, ça s'appelle un VSCAN, c'est pas le plus important. Comment je vais procéder pour faire l'acquisition en ultrason Toft? Je vais prendre ma paire de capteurs et je vais la déplacer parallèlement à la soudure et je vais avoir en temps réel la réalisation de la cartographie en même temps. Donc vous allez voir, voilà, je déplace la paire de capteurs et en temps réel, j'ai ma cartographie qui va s'afficher sur mon appareil. Alors en général, on la retourne, on la met horizontalement pour l'analyser, c'est plus sympa. Donc si je reviens, si j'essaie de comprendre à quoi va correspondre la première ligne que je vois là, eh ben, elle va correspondre à mon onde latérale que je voyais tout à l'heure. Je reviens, voilà, mon onde latérale ici. C'est la première qui arrive, hein, souvenez-vous. Ah, donc ici, ça correspond à l'onde latérale. L'onde latérale, elle correspond quoi? Bah, à la surface. Donc c'est à la surface de la pièce. Ici, je vais avoir le fond de la pièce, la réflexion sur le fond. Ici, je vais avoir une conversion de mode, alors c'est un peu technique, je ne rentre pas dans le détail, qui correspond aussi au fond, mais avec un parcours différent. Et donc, si ici j'ai la surface et qu'ici j'ai le fond, bah, tout ce qui est entre les deux, c'est mon volume contrôlé. Donc entre les deux, j'ai tout le volume de la soudure. Et donc, si je vois des choses bizarres, par exemple ici, à l'intérieur de ma soudure, c'est-à-dire entre la surface et le fond de la pièce, bah, c'est que probablement il y a quelque chose. Alors on parle d'une indication, là aussi, il y en a une, hein, on a 3 indications majeures ici. On a aussi des petites choses ici, hein, voilà. Et donc on va analyser ces indications, on va les dimensionner en longueur, on va noter la hauteur de ces indications, et puis on va appliquer des critères d'acceptation. Alors ça sera plus sur l'amplitude et la longueur comme en ultrason conventionnel, mais sur la longueur et la hauteur de l'indication. Voilà, donc le TOFT, c'est très intéressant parce que ça permet de dimensionner, ça permet de faire un contrôle. Vous avez vu la rapidité, je vous le repasse, hein, la rapidité du contrôle. Là, je suis pas loin de la vitesse réelle, hein, c'est pas juste pour le schéma là qu'on a fait quelque chose de rapide, hein, ça se passe à peu près à cette vitesse-là. Donc c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose de facile à interpréter. Alors facile, il y a quand même une compétence à avoir, hein, mais bien sûr avec un examen à passer, mais c'est plus aisé finalement quand on ultrason mono-élément. Et puis le grand avantage, on va pouvoir dimensionner en hauteur les indications et je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc on va effectivement mesurer la hauteur des indications et prendre la. Ouais, je pensais à quelque chose, mais je suis désolé, c'est pas dans les slides, donc je continue. Je reviens pas sur le sujet. Donc voilà, ces grands avantages sont très 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 intéressants. Si je reviens sur mon cas de tout à l'heure, de ma soudure, de mon défaut d'interpénétration qui va être vertical, je vais pouvoir le détecter très facilement, même s'il est mal orienté, puisque je vais réussir à détecter des diffractions sur ses extrémités. Donc le TOFT se prête parfaitement à la détection des indications et des défauts qui sont mal orientés, ce qui n'est pas le cas des ultrasons conventionnels. Voilà, ça c'est un point qui est très important à noter. Donc je vais représenter des données, soit dans le plan, évidemment, on va déplacer les capteurs donc suivant les flèches bleues, hein. Donc on va obtenir une cartographie comme sur le plan rouge ici. Si on déplace les capteurs dans l'autre plan, on va obtenir un autre type de cartographie qui sera dans le plan jaune. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus sur le TOFT, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Souvent on travaille de manière déportée parce que symétriquement, là vous le voyez hein, sur le petit schéma, j'ai un chanfrein volontairement un peu compliqué avec une soudure en X, avec des zones ici qui ne sont pas couvertes par mon faisceau. Et donc du coup, je vais avoir la nécessité, on le verra
juste un exemple ensuite, on va avoir la nécessité de déplacer un peu les capteurs, c'est-à-dire de les déporter, et donc ils ne seront plus positionnés symétriquement par rapport au reste de la soudure. Voilà, donc on a la nécessité quand même de temps en temps de faire plusieurs acquisitions, plusieurs passages. On n'a pas forcément tout du premier coup. On peut les déplacer évidemment de manière parallèle à la soudure. C'est pour ça qu'on appelle ça un balayage non parallèle, parce que non parallèle au faisceau. Et puis on peut déplacer aussi parallèlement au faisceau et donc perpendiculairement à la soudure, comme ça. Voilà. Et donc là, ça donne lieu à d'autres types d'informations. Je reviens pas, on a des normes évidemment sur le contrôle TOFT. Pour la méthodologie de contrôle et pour les critères d'acceptation. Et puis de nombreux codes, notamment les codes français ou l'ASME, qui n'est pas un code français évidemment, permettent de faire ce contrôle TOFT avec des critères d'acceptation. Voilà, pour résumer, le TOFT, c'est malheureusement uniquement sur les aciers carbone faiblement alliés ou non alliés. Ça marche très très mal sur autre chose, donc c'est un peu le côté négatif. Il faut que la soudure soit pleinement pénétrée, évidemment, et par contre, ça s'applique aux épaisseurs à partir de 6, ce qui n'était pas le cas en ultrason de monoélément, qui était à partir de 8. Donc là, on descend à 6. Voilà, rapidement, deux petits exemples. Voilà, une grande soudure, épaisseur 60, avec un chanfrein assez étroit, ce qui est assez rare dans la vraie vie. On va avoir nécessité d'utiliser plusieurs balayages pour couvrir l'ensemble de l'épaisseur, mais c'est tout à fait réalisable. Autre exemple, une soudure en X avec une épaisseur 30. On va la contrôler. Voilà, on voit bien que tout le volume à contrôler n'est pas couvert. Donc on va rajouter un certain nombre de balayages pour couvrir beaucoup mieux tout le volume à contrôler. Vous noterez au passage que la zone proche de la surface est quand même généralement assez mal couverte. Alors l'onde latérale permet de voir vraiment quelque chose qui serait débouchant, mais on a une zone quand même c'est un peu le talon d'Achille du TOFT aussi. On a une zone assez mal couverte au niveau de la surface. J'enchaîne aussitôt sur les ultrasons multi-éléments. Ultrasons multi-éléments, donc qui permet évidemment de faire du contrôle de soudure, mais pas que. On peut faire plein d'autres choses avec des ultrasons multi-éléments. Les ultrasons multi-éléments sont très connus, puisque c'est ce qu'on utilise en échographie médicale, je vous en ai parlé au tout début. Donc les ultrasons multi-éléments, pourquoi multi-éléments? Parce que, comme son nom l'indique, on va avoir un certain nombre d'éléments. L'élément actif du traducteur, du capteur, va plus être un seul élément, pour ça qu'on l'appelait mono-élément au départ, mais là il va être multi-élément, c'est-à-dire qu'on va le découper en un certain nombre d'éléments, alors soit sur une découpe linéaire, soit une découpe matricielle. La plupart du temps, c'est des découpes linéaires qui sont utilisées. Et donc chaque élément va se comporter comme un petit capteur indépendant élémentaire, on peut dire, et donc il va être pilotable indépendamment et séparément de ses voisins, des autres éléments. Voilà, on a un exemple ici. Donc si je pilote en faisant tirer un élément tout d'abord, puis ensuite son voisin, puis ensuite son voisin, etc., je vais créer dans la pièce à contrôler, voilà, un front d'onde. Donc chaque élément va donner une onde sphérique, ou quasiment sphérique, qui vont se recombiner. Et finalement, le front d'onde que je vais créer en appliquant les retards sur chaque élément, comme j'ai fait, je vais réussir à créer un front d'onde incliné dans ce cas-là. Donc là, on va arriver à ce qu'on appelle à défléchir le faisceau, à lui donner un angle. Normalement, ce capteur-là, il aurait dû tirer, si ça avait été un monoélément, il aurait dû tirer droit à 0 degré. Là, il va tirer avec un angle parce que j'ai appliqué un retard sur chacun des éléments. Voilà à quoi servent les ultrasons multi-éléments. Ils servent à appliquer des retards entre chaque élément. En anglais, on appelle ça phased array. Donc, si je le dis avec l'accent français, phased array. Phased, c'est en introduisant un retard, un retard de phase. Et puis array, c'est le réseau. Donc, c'est un réseau à retard. Donc, c'est finalement plus le mot phase, enfin l'expression phased array, la dénomination anglaise est, je trouve, plus parlante que la notion de multi-élément en France, qui ne traduit finalement que l'aspect réseau et non pas l'aspect déphasage. Donc là, vous avez vraiment la notion de retard et de déphasage entre les éléments dans l'expression anglaise. Voilà, donc on va pouvoir défléchir le faisceau. Très intéressant. On va pouvoir aussi focaliser le faisceau. Si on fait tirer les éléments extrêmes du réseau et puis ensuite, de part en part, on se rapproche du centre en faisant tirer les éléments un par un,
on va créer un front d'onde incliné comme ça, qui va tendre à focaliser l'énergie dans une zone. Voilà. Et donc là, on va réussir à focaliser le faisceau. Ce qu'on peut pas faire en monoélément ou si avec des traducteurs spécifiques, mais on peut le faire que dans certaines conditions, en cuve, en immersion. Là, on peut le faire tout le temps. On peut aussi combiner ce que je viens de vous dire, la déviation du faisceau avec la focalisation du faisceau. Hein. Donc là, on commence à créer des retards un peu différents. On avait des lois, la première c'était une loi gentiment linéaire. Là, on avait une loi, on va dire circulaire. Et là, on a une espèce de combinaison des deux. Donc on commence à avoir des retards un peu différents. Donc on peut, ça s'appelle des lois de retard. Hein. En fonction des lois de retard qu'on va appliquer à chaque élément, on peut faire des choses de plus en plus compliquées. Et donc pour la soudure, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre plein de choses. Alors, défléchir le faisceau, c'est une chose, mais lui donner juste un angle, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. On va essayer de balayer angulairement. C'est-à-dire qu'on va demander au capteur de balayer toute la zone à contrôler avec plein d'angles, comme on peut le voir sur l'animation à droite. Hein, voilà, donc on s'est schématisé un peu à gauche avec quelques angles. Donc, premier tir, on envoie un seul angle, tac. Deuxième tir, on envoie un autre angle, etc., etc. Donc on va pouvoir balayer angulairement, évidemment, la pièce à contrôler. Et du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on ne bouge pas le capteur, on ne déplace pas le capteur. Autre manière de travailler, balayage électronique linéaire. On prend un certain nombre d'éléments et on applique toujours le même angle ou toujours la même loi de retard. Alors là, il y a une focalisation en plus. Et on va balayer, donc c'est un balayage linéaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser toujours le même angle, les mêmes lois de retard, mais on va utiliser des éléments différents sur le capteur. Voilà, ça va remplacer finalement le déplacement manuel du contrôleur. Donc on peut faire plein de choses, c'est très intéressant. Alors si on regarde pour le contrôle de soudure, on peut s'y prendre de deux manières, soit ce qui correspond au schéma du haut, soit en utilisant ce fameux balayage angulaire ou sectoriel. C'est entre parenthèses, encore une parenthèse, celui qui est utilisé dans le monde médical. Hein. Quand vous voyez les images des échographies, généralement, ou quasiment à chaque fois, j'ai toujours vu moi que du balayage angulaire, que du balayage sectoriel. Vous retrouvez ce secteur-là. Donc là, on va mettre la sonde à une position fixe. Elle ne va plus se déplacer, la sonde, elle va être fixe. Et on va balayer angulairement tout le volume à contrôler. Vous voyez que là, tout le volume est contrôlé, est insonifié, c'est-à-dire que vous avez un faisceau, au moins un tir, qui arrive dans le volume à contrôler. Vous pouvez aussi travailler d'une autre manière, toujours en gardant la sonde fixe, mais en utilisant toujours les mêmes angles, mais en balayant électroniquement tout le volume à contrôler. Alors, vous voyez, tout le volume, il en manque un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc là, ça suffirait pas, il faudra compléter avec autre chose. Mais ce sont les deux manières, donc soit avec du multi-élément, soit avec du TOF, soit avec ce que vous voulez, on peut compléter. Mais ce seront les deux manières de contrôler une soudure, les deux grandes manières de contrôler une soudure. Voilà. Alors si on repart nos ultrasons mono-éléments, hein, vous vous rappelez, les ultrasons mono-éléments, on va déplacer notre capteur en avançant vers la soudure, puis en se déplaçant un peu parallèlement à l'axe de la soudure, puis en redescendant, etc. On va voir ce phénomène de Payne là, ou en créneau. En multi-éléments, exactement comme en Toft, on va se déplacer à distance fixe de l'axe et on va se déplacer parallèlement, parallèlement à l'axe de la soudure. Donc la position, la sonde est à distance fixe de l'axe de la soudure et elle est juste déplacée parallèlement à l'axe de la soudure. Voilà. Vous voyez la différence de temps de contrôle. Et encore là, c'est amélioré. Bien souvent, le contrôle par mono-élément est beaucoup plus long, sachant qu'il faut passer souvent plusieurs angles. Vous voyez un peu le gain de temps que ça peut apporter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. L'avantage des ultrasons multi-éléments, c'est que ça donne lieu à plein de types de visualisation, de modes de visualisation et de types de cartographie. Et là, voilà, vous voyez par exemple, un exemple ici, hein, on travaille sur une soudure d'angle avec, alors celle-là, elle est partiellement pénétrée, hein, mais avec de jolis défauts, avec des choses particulières. Et donc, on a la possibilité de superposer notre vue CAO, c'est-à-dire la CAO de la pièce, hein, vous voyez en blanc, hein, avec éventuellement un chanfrein si j'en ai un. En l'occurrence, il y en avait un ici. On peut superposer à nos données d'acquisition. Et donc, évidemment, de manière très simple après,
se dire là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose. Voilà. Alors évidemment, après on a coupé la pièce nous pour voir ce qu'il y avait, mais voilà, c'est pour confirmer, pour qualifier la méthode. Mais une fois que la méthode est qualifiée, on sait très très simplement et très facilement ce qui se passe dans la pièce et où sont les indications, où sont les défauts. Voilà. Autre exemple, alors ça c'est quelque chose d'un peu plus abouti, qui sert aussi au contrôle de soudure. On va combiner les ultrasons multi-éléments dont je viens de vous parler avec le TOFT dont je vous ai parlé précédemment. Vous reconnaissez la fameuse cartographie TOFT hein, en niveau de gris qu'on a là. Et donc on va combiner tout ça sur un ensemble, un porte-sonde. On va avoir plusieurs sondes, les sondes TOFT et les sondes ultrasons multi-éléments qui vont permettre de scanner toute la soudure. Et donc, on va, alors là c'est un exemple, hein, on a plusieurs défauts. Celui-là est dans la peinée, c'est une soudure en V. Celui-là, c'est une entaille externe en surface supérieure. Pareil en peinée et défaut, pareil en surface. En taille en surface, voilà. Et donc on les voit. Alors certains capteurs ne permettent pas, certains tiers ne permettent pas de le voir tous les défauts. Hein. On voit bien que celui-là, par exemple, voit uniquement 2 défauts. Celui-là voit les 2 autres, voit les mêmes, pardon, excusez-moi. Celui-là voit les 2 autres. Voilà. Et puis le TOFT confirme ou non certains défauts. Vous voyez que certains défauts, celui-là est à peu près détecté, mais difficilement. Celui-là est bien détecté. Celui-là l'est évidemment très bien ici, avec une variation ici. Voilà. Donc on arrive à combiner les deux et on améliore encore la probabilité de détection et donc les performances du contrôle, tout en gardant pour le coup une productivité, un temps de contrôle très intéressant. Voilà, donc c'est un deuxième exemple. Évidemment, là c'est des vues, pardon, on avait des vues de dessus ici. Vous avez une vue de dessus hein, qu'on pourrait superposer à la vue de notre pièce, qui était la vue de dessus de notre pièce. On peut aussi, on a accès aussi, comme c'était le cas sur cette vue-là avant, on aura accès aussi à des vues en coupe. Voilà. Et donc, ça nous permet, en superposant encore une fois le chanfrein, enfin la soudure, hein, notre vue en coupe de la soudure, notre CAO, ça va nous permettre de définir la position des défauts par rapport à la soudure, par rapport au cordon. Donc là, on se dit, bah, là, probablement qu'il y a un collage, etc. Donc on arrive à visuellement avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on pouvait avoir au préalable avec les ultrasons conventionnels. Ça c'est le dernier slide. Juste pour vous dire avant, j'ai oublié de le mettre, mais pour les ultrasons multi-éléments, je m'en suis rendu compte trop tard. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les références. Évidemment, pour les ultrasons multi-éléments, nous avons aussi des normes. Nous avons plusieurs normes. Nous avons une norme pour le contrôle des ultrasons, pour la méthodologie de contrôle. On a des normes pour les critères d'acceptation. Et puis maintenant, on a une norme pour le contrôle des soudures de faible épaisseur. Alors quand on dit faible épaisseur, c'est compris entre 3 et 8 mm. Donc là, c'est très intéressant. C'est quelque chose de très nouveau parce que jusqu'à maintenant, les ultrasons, on avait dit 8, le TOF c'était 6, les ultrasons multi-éléments c'était 6 aussi, mais en dessous de 6, on n'avait aucun document normatif de référence sur lesquels s'appuyer pour faire du contrôle de soudure. Et là, on a quelque chose qui permet de 3 à 8. En dessous de 3, on n'a rien, mais là, ça commence à être très compliqué en ultrason de manière générale. Donc, on a des documents, on a 3 documents pour l'instant qui sont publiés, hein, qui sont des normes AFNAR qui sont publiées, hein, que vous pouvez acheter, qui traitent de ce type de contrôle. Donc, c'est une méthode qui est maintenant tout à fait utilisable pour le contrôle de soudure. Voilà. Donc, je vous laisse le dernier slide, ça c'est pour vous, je ne commande pas plus, c'est tout un tas d'informations sur ce que propose le CETIM en termes de formation, spécifiquement sur les CND ou pas d'ailleurs, et puis quelques-uns de nos congrès, de participation au congrès et autres. Voilà. Je repasse la main à l'animateur de la réunion. Merci, Monsieur Berthelot, pour cette excellente présentation. On va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Berthelot. Quel est l'avantage du TOFT et des ultrasons multi-éléments par rapport aux ultrasons conventionnels?
Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Le principal, c'est le gain de productivité, mais vous avez aussi un gain de performance. Gain de performance, vous avez donc ce qu'on appelle la probabilité de détection qui va être bien meilleure. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. En général, on évalue, tout défaut confondu, on évalue une probabilité de détection en ultrason d'environ 65%. C'est en gros 65% des défauts vont être détectés. Vous avez à peu près le même chiffre pour la radiographie, voire des fois un peu moins d'ailleurs. Quand on parle du TOFT ou des multi-éléments, on va s'approcher plutôt des 80%. Donc ça, c'est un avantage, puisqu'on a quand même une bien meilleure probabilité de détection. Attention, ça fait peur à beaucoup d'industriels parce que plus de détection de défauts et de plus de rebut et potentiellement plus de réparation. Donc la surqualité n'étant pas forcément ce qui est toujours recherché, ce qui est normal, hein. Attention à bien spécifier les critères d'acceptation qui vont bien. Voilà. Mais donc, l'augmentation de la probabilité de détection, de la sensibilité de la méthode, donc ces performances finalement est le principal avantage. La productivité est le deuxième. Évidemment, vous avez la notion de traçabilité et d'enregistrement des données, ce qui n'était pas le cas en ultrason. Ultrason, le contrôleur, il regardait son écran, et puis s'il voyait quelque chose, il notait sur un rapport, et puis voilà, mais vous n'aviez plus rien après. En radio, vous avez un film radio que vous pouvez conserver. Mais vous ne l'aviez pas en ultrason conventionnel. Et là, en ultrason Toft et multi-éléments, vous avez un fichier que vous pouvez conserver autant d'années que vous saurez conserver un fichier, soit sur le cloud, soit dans votre bibliothèque, soit, enfin voilà. Donc, vous avez cette possibilité de conserver les données, donc d'avoir cette traçabilité. Très bien. Seconde question. Quel est le gain de temps de contrôle entre les ultrasons et les TOFT et multi-éléments? Alors, ça dépend de plein de choses. Dans le pire des cas, si on comprend toutes les phases du contrôle, c'est-à-dire l'acquisition, mais aussi l'analyse, ce qui est le cas en radio, hein. La radio, vous avez le temps de réalisation du tir, mais après vous avez le développement, et puis vous avez l'analyse du film. En ultrason TOFT ou en ultrason multi-éléments, ça va être pareil. Vous avez le temps d'acquisition, et puis après, vous êtes derrière votre PC ou derrière votre système ultrason, hein, et puis vous avez toute une phase d'analyse et de rapportage. Et donc, si on prend tout en compte, vous avez un gain de temps qui est entre 1,5 ou 2 et qui peut aller jusqu'à 10, 20, suivant les configurations et suivant la qualité de la soudure. En fait, le problème, c'est que plus vous avez de défauts dans votre soudure, plus c'est long à analyser. Ça, c'est pas nouveau. Donc voilà, donc en gros, pour donner un ordre de grandeur, moi j'aime bien dire entre 2 et 5 pour rester dans des valeurs correctes. Donc c'est pas des temps, c'est pas des gains de temps monstrueux. Mais enfin, déjà un facteur 2, c'est quand même assez conséquent. C'est loin d'être négligeable. Et facteur 2, c'est bien souvent le cas le plus pessimiste. Voilà. Alors, question suivante. Quelles sont les possibilités de contrôle des soudures d'angle? Alors les soudures d'angle, vous pouvez les faire en ultrason conventionnel, bien sûr. Je l'ai présenté, je vais essayer de revenir rapidement tout en parlant. Je l'ai présenté au tout début. Alors il n'y avait pas de schéma, mais je l'ai présenté quand j'ai parlé des ultrasons conventionnels. C'est évidemment exclu de voilà, les assemblages en T. Ah, donc ça, c'est bien pour les ultrasons mono-éléments. Pour le TOFT, c'est complètement exclu, puisque vous devez avoir un capteur de chaque côté de la soudure. Donc le TOFT ne s'applique qu'aux soudures bout à bout. C'est un de ses inconvénients. Par contre, en ultrason multi-éléments, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut tout à fait faire du contrôle de soudure, d'angle. Et alors pour le coup, là, je peux aller un peu plus loin même dans ce que je peux vous présenter. J'en ai présenté un slide. On peut faire du contrôle de soudure d'angle, même en ayant des soudures partiellement pénétrées. Quand vous vous demandez à un contrôleur ou un ultrasoniste de contrôler une soudure partiellement pénétrée, généralement il part en courant parce que c'est pas dans les normes, parce que on sait pas faire, etc.
les ultrasons multi-éléments, c'est une méthodologie qu'on a développée au CETIM récemment, permet de le faire, à la preuve. Alors je pourrais faire je pourrais vous tenir encore 1 heure et demie sur le sujet si vous voulez, si ça vous intéresse, mais très clairement, on a la possibilité de faire en ultrasons multi-éléments le contrôle des soudures d'angle en utilisant cette fameuse focalisation et ce balayage angulaire, avec une sensibilité assez bonne et avec une précision finalement de dimensionnement et de positionnement des indications qu'on a évalué autour de 1,5 mm. Donc 1,5, 2, bon 1,5, ce qui est quand même pas mal. Alors on va me dire c'est pas suffisant quand on est précis à 1,5 sur une épaisseur de 6, je suis d'accord. 25% d'erreur, c'est pas génial. Par contre, sur une épaisseur de 20, sur une épaisseur de 30, on commence à être beaucoup plus, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Et puis la précision de 1,5, elle est un peu surestimée en intégrant toutes les incertitudes liées au contrôle, enfin liées au contrôleur, etc. Donc on a maintenant cette possibilité effectivement de contrôler les soudures d'angle partiellement pénétrées. Alors quand je dis les soudures d'angle partiellement pénétrées, c'est 80% des soudures d'angle sont partiellement pénétrées dans le monde, hein, donc c'est quand même intéressant de se pencher sur le problème, et la plupart du temps ne sont pas contrôlées, à part de manière destructive. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir la possibilité de contrôler, donc vérifier s'il y a des défauts, mais surtout juste de mesurer la zone qui n'a pas été fondue, de s'assurer que la zone non fondue ou la zone pénétrée est bien réelle, réellement finalement ce qui est marqué sur le plan. Voilà. Donc le contrôle de soudure d'angle partiellement pénétré est tout à fait réalisable et on a développé une méthodologie au CETIM là-dessus. Il n'y a pas encore de document normatif évidemment, mais c'est quelque chose qui pourrait changer à l'avenir. Maintenant, si la soudure est pleinement pénétrée, bah ça c'est dans les normes, hein. Donc c'est couvert en monoélément, mais c'est aussi couvert par le multi-élément. On peut s'y prendre de plein de façons différentes, mais tout ça est normalisé, donc il n'y a pas vraiment de verrou technologique, je dirais, à ce type de contrôle. J'espère que j'ai répondu à la question. Question suivante. Est-il possible d'utiliser la méthode de contrôle par ultrasons aux soudures par friction? Tout à fait, on l'a fait. On a fait de la soudure par friction linéaire notamment sur du titane. On a fait par exemple sur de l'alu. Bon. Oui, oui, tout à fait. Il y a aucun problème. Alors évidemment, c'est pas des choses qui sont couvertes. Alors je connais pas les normes par cœur, mais je crois que c'est pas couvert complètement dans le scope des normes actuelles, enfin de celles que je vous ai présentées. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas dans une norme qu'on peut pas faire des choses, hein. Une norme, elle existe, mais elle n'est pas d'application obligatoire. Donc on peut très bien écrire une procédure, développer un procédé de contrôle spécifique. Et c'est ce qu'on avait fait. Je ne vais pas vous dire pour quel client, parce que il y avait un aspect confidentiel dans le sujet, mais c'est tout à fait ce qu'on peut faire. Alors après, encore une fois, tout dépend de la configuration du joint, voilà. Mais sur le principe, oui. D'accord. Question suivante. Pourquoi avons-nous le phénomène de diffraction aux extrémités uniquement avec le TOFT? Alors on l'a tout le temps le phénomène de diffraction, hein, mais en fait on l'exploite en TOFT, on l'exploite beaucoup moins en ultrason conventionnel ou en ultrason multi-éléments. En ultrason multi-éléments, d'ailleurs, c'est pas complètement vrai. Vous voyez les petites indications qu'on voit là, elles correspondent aux extrémités. Alors il y a l'indication 2, elle correspond à cette zone-là qui a un vrai défaut, qui a un bout du chanfrein qui n'a pas été fondu. Mais ici on a une indication, et ici aussi, on voit finalement les extrémités de la zone non fondue. Et donc ces indications-là sont des zones qui correspondent à la diffraction. Alors il y a sûrement un peu de réflexion ici. Sur la 3, c'est sûrement plus de réflexion que de diffraction. Par contre, sur la 1, c'est très probablement de la diffraction. Et donc, on le voit aussi, la diffraction. Mais vous voyez, elle a une amplitude souvent plus faible. Donc, la diffraction est d'amplitude plus faible parce que c'est des signaux qui sont plus faibles en amplitude puisque c'est une onde sphérique. Et donc, on a plus de mal à les détecter. Mais c'est pas parce qu'on a plus de mal à les détecter qu'ils sont pas présents. Donc, la diffraction, elle a lieu tout le temps, hein, mais elle est exploitée, on va la chercher quand on fait du TOFT, ce qu'on ne fait pas quand on fait du ultrasons conventionnel. Et ce qu'on fait un petit peu de plus en plus, enfin nous,
CETIM, on pousse là-dessus justement pour que les ultrasons multi-éléments exploitent ce phénomène de diffraction aux extrémités. Faut pas oublier je vous ai parlé de focalisation du faisceau. On peut focaliser le faisceau dans une zone très spécifique, donc envoyer toute l'énergie en gros dans une zone. Si on concentre toute l'énergie dans une zone très spécifique dans laquelle on s'attend à avoir de la diffraction, bah, il y a toutes les chances qu'on la récupère cette diffraction. Donc du coup, on peut l'utiliser, évidemment, il est conseillé de l'utiliser, évidemment, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça s'y prête. On va pas aller chercher des défauts minuscules si on les cherche pas. On va chercher ce qui nous intéresse. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Mais évidemment qu'on peut exploiter la diffraction en ultrasons multi-éléments. C'est exploité des fois en ultrasons conventionnels, mais par des experts, vraiment, parce que là, c'est des choses, une manière de travailler quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus complexe, qui n'est pas à la portée de tous les contrôleurs. Voilà. Bien, question suivante. Est-ce que les ultrasons permettent de contrôler des matières comme le titane ou l'inconel? Alors le titane, j'ai répondu, bien sûr. L'inconel aussi. Alors encore une fois, là, dès qu'on est sur des matériaux, j'allais dire exotiques, c'est pas si exotique que ça, hein, mais des matériaux différents d'un acier, des aciers assez connus, on va avoir la nécessité quand même de valider, j'allais dire de qualifier. Faut faire attention avec le mot qualifier, encore je fais encore une parenthèse, mais une qualification au sens nucléaire en France, ça a une vraie signification très très lourde de conséquences en termes de coûts. Donc voilà, c'est pas forcément ça qu'il faut faire au sens nucléaire du terme, mais par contre une validation du mode opératoire au minimum sur une pièce de référence. Oui, à partir du moment où on va être sur des matériaux comme ça, il va falloir avoir une pièce de référence avec des défauts représentatifs de ce qu'on cherche, et puis essayer de les détecter, donc de faire cette faisabilité, optimiser notre mode opératoire, et une fois qu'il est optimisé, une fois qu'on a défini ce mode opératoire, bah, après on l'applique sur la production, enfin sur les soudures qu'on veut contrôler. Encore une fois, on peut aussi se retrouver dans un cas où on ne trouve pas de mode opératoire convenable, enfin, adéquat, qui répond à notre besoin. Donc dans ces cas-là, la soudure n'est pas contrôlable par ultrason. Ça peut arriver. Donc un Conel, c'est typiquement ça. Moi, j'ai déjà fait des soudures en inconel, donc ça se passait bien, mais j'ai aussi vu des cas où on n'était pas capable de contrôler. Alors, on n'est pas capable de contrôler suivant les exigences d'un code. Par exemple, si on veut chercher, encore une fois, ça dépend du niveau d'examen qu'on souhaite, mais si on veut chercher des défauts avec un niveau d'examen très fort qu'on utilise par exemple pour les appareils à pression, soumis par exemple, on va aller chercher des défauts très petits, et dans l'inconel, il est probable qu'on n'y arrive pas, non pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on va être peut-être capable de voir les gros manques de fusion, mais il y a des choses plus petites qu'on va peut-être pas être capable de voir. Petit manque de fusion entre passes, des porosités, des choses comme ça. Donc, encore une fois, tout dépend de ce qu'on cherche. Et sur ces matériaux-là, il est fortement recommandé, pour pas dire quasiment obligatoire, de passer par une phase de validation sur une pièce de référence avec des défauts représentatifs. Question suivante. Est-il possible de contrôler des soudures sur des aciers ferritiques avec apport austénitique? Pas exactement, réponse un peu identique à ce qu'on a, à la réponse précédente. La réponse est oui, mais évidemment l'austénétique un austénétique, une fois qu'il aura fusionné, va avoir des joints de grain un peu plus importants, et donc va nous gêner beaucoup sur la propagation du signal, et va dévier le faisceau. Pour le coup, on va avoir de multiples diffractions sur les joints de grain. Comme les joints sont plus gros, bah, ils commencent à diffracter beaucoup le signal, et là ça devient plus négligeable, plus du tout négligeable. Et donc on risque d'être gêné. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera pas possible. On sait contrôler des aciers austénétiques, donc un apport austénétique juste sur le métal d'apport, c'est envisageable. On a aussi des soudures, ce qu'on appelle des soudures bimétal, hein, c'est pareil, il y a des choses qui sont envisageables. Mais encore une fois, on n'a jamais de certitude, donc il faut passer par une qualification, enfin une validation sur une pièce de référence contenant des défauts représentatifs. J'insiste lourdement là-dessus. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est que
définissons un mode opératoire qui permet de détecter ce qu'on cherche. Voilà, donc toujours se poser la question de ce qu'on cherche. Voilà. Question suivante. Doit-on appliquer la procédure cascade avec le tandem Toft et Pot? Alors avec le POT, c'est PAUT, enfin les ultrasons Oui. multi-éléments, ouais, phase dorée. Alors la procédure cascade, elle s'applique pas à autre chose que les ultrasons conventionnels pour l'instant. Donc la réponse est non. Alors vous pouvez, hein. Alors en TOF, ça n'a aucun intérêt parce que vous travaillez avec une paire, vous êtes en transmission, en émission-réception séparée, donc c'est pas du tout adapté. Enfin, au moins la moitié des critères sont pas du tout adaptés. Et vous n'êtes pas en plus dans les mêmes conditions, vous n'utilisez pas les mêmes ondes. Je suis pas rentré dans le détail tout à l'heure de comment on fait du TOF, quelles ondes on utilise, mais ça s'adapte pas du tout au TOF. Par contre, en ultrason multi-éléments, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, il y a des travaux là-dessus. Mais pour l'instant, les gens travaillent pas nécessairement là-dessus. Enfin, il y a rien qui sort de vraiment marquant parce que les choses sont beaucoup plus complexes. On peut pas l'adapter directement comme ça, la calquer. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'écran ou comme vous pouvez le voir par exemple ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage d'avoir une cartographie, c'est que ça donne aussi d'autres renseignements visuels qu'on n'avait pas avant. Alors, ça va pas nous renseigner. La procédure cascade, elle permet de discriminer un défaut plan d'un défaut volumique, hein, j'ai oublié de le dire en intro, enfin, il y a des gens qui le savent, je pense, dans l'assistance, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Donc cette procédure, on peut l'appliquer pour voir si le défaut est volumique ou pas. On peut l'appliquer en multi-éléments, mais elle est assez compliquée à utiliser. Et là, pour le coup, l'avantage d'avoir un visuel finalement, c'est que ça donne aussi quand même des renseignements qui finalement poussent les gens à moins avoir envie de l'utiliser pour le multi-élément. Mais encore une fois, euh, les codes nous imposent de discriminer un défaut plan d'un défaut volumique en nous disant tous les défauts plans sont inacceptables. Et donc, il faut qu'on arrive à se débrouiller, nous, ultrasonistes, pour dire ça c'est plan, ça c'est pas plan. Donc, en multi-élément, il reste encore un petit peu ce problème, même si on a des solutions, on a déjà des choses, mais c'est pas rédigé sous forme de normes et c'est pas encore une méthodologie, une procédure bien définie et qui fait l'unanimité surtout dans le monde dans le monde du contrôle non destructif et des ultrasons. Voilà, donc pour l'instant, la procédure cascade n'est applicable qu'en ultrasons monoéléments. Très bien. Dernière question. Quelle est la différence de coût du matériel des différentes méthodes? Alors, je veux pas me mettre les fabricants d'appareils à dos, donc je vais vous répondre avec des ordres de grandeur, parce qu'il y en a toujours certains qui vont dire ah mais mon appareil il est beaucoup moins cher que ce que vous avez dit. Oui, peut-être, mais ça dépend de plein de choses. Voilà. Ça dépend aussi de ce qu'il est capable de faire. Voilà, un ultrason conventionnel, ça va être voilà, avec une enveloppe de 10-15 000, vous avez quelque chose de super, 15 000 euros. Tout compris avec les capteurs. En ultrason Toft, vous allez être sur quelque chose d'un tout petit peu plus coûteux, mais à peine. Bien souvent, maintenant, les appareils qui font, pas tous, hein, mais vous avez un certain nombre d'appareils qui font des ultrasons conventionnels, qui peuvent faire aussi du Toft, moyennant l'achat d'une petite option qui coûte 5000 balles en plus ou 10 000, je sais plus. Voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc, ce sont des ordres de grandeur autour de 10, 15, 20 grand maximum. Maintenant, si on passe aux ultrasons multi-éléments, on va être sur quelque chose au moins de multiplié par 2. Alors encore une fois, vous avez un ou deux fabricants qui vont monter au créneau et qui diront mais non, non, moi j'ai un appareil, je peux vous l'avoir pour 17 000, 20 000, bon voilà. Sauf que l'appareil, il fait pas grand-chose. Je suis pas rentré dans le détail hein, tout à l'heure, mais si on regarde, voilà, je prends celui-là par exemple, ou celui-là, vous voyez, j'ai fait un petit schéma de principe avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Si vous voulez que votre faisceau il ressemble à quelque chose et qu'il soit performant, il faut au moins qu'il ait 16 éléments. Mais encore, avec 16 éléments, bien souvent, vous ne faites pas grand-chose. Par exemple, ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup de focalisation ou très peu.
Si vous voulez focaliser proprement, avoir une belle focalisation, il va vous falloir un peu plus d'éléments, ou que les éléments soient un peu plus gros. Donc, il va vous falloir une électronique qui est capable de gérer ce nombre d'éléments. Et donc, si on monte, moi je préconise en général d'avoir 32 éléments. Si on monte à une électronique 32 éléments, elle ne coûtera pas 15 ou 20 000, elle coûtera plutôt 30, 40 000. Voilà. Et plus on va monter avec un nombre d'éléments important, une électronique ayant un nombre d'éléments important, plus évidemment ça va coûter cher et plus vous aurez quelque chose de performant au bout. Et performant aussi qui permet de contrôler des zones très grandes en même temps, hein. Ça peut être aussi pour avoir un gain de productivité. Mais voilà. Donc j'aurais tendance à vous dire, les ultrasons mono-éléments c'est 10 000, les ultrasons TOF c'est 15 000, et les ultrasons multi-éléments c'est 30-40 000. Voilà. Hein, mais encore une fois, ça dépend de plein de choses et ça donne un ordre de grandeur. Voilà. Bien, il est temps de conclure. C'est la fin de votre webinaire. Contrôle de soudure par ultrason. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur François Berthelot. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous.